Bonjour à tous, je suis le docteur Denis Malaise, ophtalmologiste ici à l'Institut Curie. On a une heure dédiée pour discuter de la partie ophtalmologique de la maladie, mais je ne vais pas parler pendant une heure, je vais faire ça pendant plus ou moins 40 minutes. Je vais essayer de garder le timing, j'ai parfois tendance à être bavard, donc on va essayer de garder ça pour avoir du temps pour vos propres questions. L'objectif du topo, c'est les traitements oculaires du mélanome uvéal, donc on n'abordera pas le reste, on a déjà suffisamment de quoi parler là-dessus. On a bien récupéré toutes les questions que vous nous aviez envoyées à l'avance, merci de cela, ça permet d'orienter déjà le topo et d'essayer d'anticiper la plus grande partie de vos questions, mais évidemment on pourra approfondir avec les vôtres par la suite. Petit rappel, le mélanome uvéal, c'est cette tumeur maligne, c'est donc un cancer qu'on dit intraoculaire parce qu'il se développe dans l'œil, et on dit primitif parce que c'est la tumeur qui se développe directement dans l'œil. Ce n'est pas la métastase d'un cancer autre, c'est vraiment une tumeur qui se développe dans l'œil, et c'est la tumeur intraoculaire la plus fréquente de l'adulte. Son incidence, donc ça veut dire le nombre de nouveaux cas par an est globalement stable en France au fil des ans, c'est entre 500 et 600 cas selon un peu les statistiques. Et puis, je pense que j'ai la souris qui est ici, quand on dit mélanome uvéal, le terme UV, ça fait référence à différentes parties anatomiques de l'œil, l'iris qu'on retrouve ici, la membrane pigmentée qui peut être bleue ou d'autres couleurs, c'est ce qui fait la couleur de l'œil, le corps ciliaire, un tissu situé juste derrière, et puis dans la majorité des cas, ça se développe dans la choroïde, cette couche pigmentée qui est une des 3 couches de la paroi de l'œil. Alors pourquoi est-ce qu'un mélanome uvéal se développe? En soi, c'est une question que vous nous aviez assez souvent notée. On n'a pas vraiment la cause. On ne sait pas dire pourquoi chez tel patient il y a un mélanocyte, une lésion. On a tous des mélanocytes, c'est les cellules normales de la choroïde dans l'œil. Pourquoi est-ce que chez vous, un mélanocyte est devenu tumoral? Par contre, on sait qu'il y a des facteurs de risque. Et on sait que c'est des patients, on retrouve que typiquement, c'est des patients avec un iris, des yeux qui sont plutôt clairs. Mais ce n'est quand même pas lié au soleil, ce n'est pas lié au rayonnement ultraviolet. On sait que c'est une maladie qui survient plutôt chez des patients qui ont plutôt plus de 50 ans. Chez certains patients, il y avait un névus, cette petite tache pigmentée dans le fond d'œil qu'on a suivie, qui s'est développée, qui a augmenté en taille et qui a donné un mélanome. Mais ce n'est peut-être pas le cas chez tout le monde. Il y a des rares contextes familiaux avec des prédispositions génétiques. Et puis, chez certains patients, il y a ce qu'on appelle un névus d'Ota. On va revenir en arrière. Un névus d'Ota, c'est cette pigmentation gris-brun sur certaines parties de l'œil qui prédispose également au mélanome uvéal. La cause est mal connue, et c'était une de vos questions. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que j'ai hérédité de mes parents d'un facteur de risque? Est-ce que j'ai le risque de le transmettre à mes enfants? On peut considérer que globalement, non. Il y a des rares cas avec quelque chose de plutôt général où on peut avoir un contexte familial, mais considérez que dans la majorité des cas, la maladie est apparue chez vous, mais il n'y a pas de facteur de risque acquis par les parents et pas de facteur de risque transmis aux enfants. Alors, en réalité, c'est peut-être la dia qui résumera tout le topo, c'est comment prendre en charge un mélanome uvéal. On peut faire, dans les cas les plus évolués, de la chirurgie, dans les cas moins évolués, de la radiothérapie. Je vais un peu vous expliquer les critères précis qu'on utilise pour choisir entre ces deux pathologies. Et puis évidemment, dans tous les cas, il y a quand même cette phase de discussion avec vous pour vous expliquer pourquoi on choisit l'un ou l'autre traitement. Alors, première étape, avant de traiter un mélanome uvéal, il faut savoir que c'est un mélanome uvéal. En ophtalmologie, en onco-ophtalmologie, c'est peut-être une des seules disciplines où on traite le mélanome sans avoir une preuve. Vous avez un cancer du poumon, on va faire une biopsie du poumon, on va l'analyser, on va au laboratoire dire c'est un cancer du poumon, on va le traiter. Dans l'œil, on n'a pas d'analyse, on n'a pas été chercher des cellules tumorales, les analyser et vous affirmer ça. C'est plutôt sur un ensemble d'arguments qu'on va appeler des arguments cliniques. On va aussi utiliser des arguments dits échographiques, on va faire une échographie, et parfois temporelle, je vous explique tout ça. Pour les arguments cliniques, on va se baser déjà sur vos propres plaintes. Vous pouvez avoir eu ce qu'on appelle des phosphènes, des flashs lumineux, des myodésopsies, c'est ces corps flottants, ces mouches qui se baladent un petit peu dans l'œil, ou des métamorphopsies, c'est une ondulation des lignes qu'on peut lire. Certains patients expriment une baisse de vision, ou un scotome, une tache, une amputation du champ de vision, mais quand même fréquemment, il n'y a aucune plainte. C'est une découverte qu'on appelle fortuite. C'est lors d'un bilan systémique chez l'ophtalmo pour autre chose, que ce soit parce qu'on renouvelle les lunettes, parce qu'on va se faire opérer de cataracte et qu'on vérifie bien un peu partout. Donc c'est vraiment cette découverte fortuite. Et puis l'autre problème, c'est qu'une partie des plaintes, flash lumineux, corps flottant, c'est pas du tout spécifique du mélanome uvéal. On retrouve ça dans beaucoup d'autres pathologies ophtalmologiques et c'est même très rare que des flashs lumineux correspondent à un mélanome. Il y a plein d'autres causes en ophtalmologie. Et puis, bien sûr, on va faire notre examen clinique. On va commencer par le devant de l'œil.
Un mélanome uvéal peut atteindre l'iris. Vous voyez cette zone ici, pigmentée sur un iris bleu. Parfois, on retrouve l'atteinte de l'iris ici, mais ça peut aussi atteindre ce qu'on appelle les corps ciliaires, donc la zone juste derrière. Vous voyez que cette masse-là, elle est située derrière le plan de l'iris. On peut, pour mieux voir ces parties, utiliser ce qu'on appelle un verre à 3 miroirs. On a peut-être posé chez certains d'entre vous ce verre sur l'œil avec du gel qui nous permet, à l'aide des miroirs, d'aller voir un petit peu dans les angles, dans les coins de l'œil. Et si vous avez un angle ici qui est normal, vous voyez l'iris ici et différentes lignes bien droites, et vous voyez ici qu'il y a un envahissement par la tumeur de ces zones, vous voyez les masses bosselées pigmentées. Il y a aussi à l'examen du devant de l'œil, chez certaines personnes, des signes un petit peu annonciateurs, des gros vaisseaux. C'est des vaisseaux qui vont nourrir la tumeur, ce qu'on appelle des vaisseaux sentinelles, des vaisseaux nourriciers. Parfois, il y a des atteintes assez évidentes et même parfois des taches bien plus pigmentées qui signent que la tumeur peut éventuellement sortir un petit peu de l'œil. Et puis évidemment, on va aller se focaliser sur la partie la plus importante de l'examen, qui est l'examen du fond d'œil dilaté. On dilate votre pupille, on met des gouttes et on voit ces lésions plutôt pigmentées ici, qu'on retrouve en relief, qui est parcouru de pigments orange. Pour nous, c'est des signes assez évocateurs d'un mélanome uvéal. Je vous explique juste déjà des zones anatomiques parce qu'on va en reparler. Ceci, c'est le nerf optique, c'est la zone de jonction entre l'œil et le cerveau. C'est là que toutes les fibres, que tous les vaisseaux se rassemblent. Et ça, c'est la macula, la zone un peu essentielle pour la vision. C'est cette zone-là qui nous permet de lire. Puis parfois, la masse est quand même beaucoup plus en relief. Vous voyez ici qu'elle est beaucoup plus bombante par rapport à celle-là qui est un peu plus plane. Et finalement, les masses parfois peuvent être malheureusement beaucoup plus volumineuses. C'est des photos beaucoup plus grand champ qui déforment un peu la réalité, mais vous imaginez quand même que cette lésion-ci est plus grande, celle-là aussi bien pigmentée, avec un autre élément dont on reparlera. Vous voyez ici cette rétine, c'est donc le tissu qui tapisse vraiment la partie interne de l'œil. Cette rétine, elle fait des vagues, elle flotte un petit peu. Il y a ce qu'on appelle un décollement de rétine, il y a du liquide associé en dessous. Ça, c'est les arguments cliniques. Vos propres plaintes, notre examen sur notre machine, le classique, examen du devant de l'œil et du fond d'œil. Et puis, vous connaissez tous cet examen, cette échographie, où on va poser notre sonde sur votre œil, paupière ouverte ou paupière fermée, pour aller mesurer et identifier les lésions dans les parois de l'œil, dans la choroïde. Là, on retrouve le mélanome, cette lésion en bosse qui a des caractéristiques de nouveau bien précises pour nous donner des arguments pour un mélanome. Elle est ce qu'on appellera hypoéchogène, elle est plutôt noire au centre. Elle fait une bosse, on peut mesurer aussi les tissus derrière, ce qu'on appelle la choroïde, et voir qu'elle s'est un peu amincie, et on peut analyser un petit peu l'onde à l'intérieur, et tout ça, c'est des arguments qui sont en faveur du mélanome. Parfois, la lésion peut être plus volumineuse. Ici, on a une lésion petite, ça fait 3 mm d'épaisseur. Ici, ça en fait beaucoup plus, on est à 14-15 mm d'épaisseur. C'est un peu les différents patterns de tumeurs qu'on peut retrouver. Chez certains d'entre vous, on a fait d'autres échographies. Vous avez vu un radiologue qui a fait une échographie Doppler parce qu'on ne voyait pas bien la lésion. Par exemple, il y avait du sang dans l'œil. La lésion avait saigné ou il y avait une cataracte très dense. On ne la voit pas du tout. Quand on fait une échographie, nous, ophtalmo, on a une lésion qui n'est pas très évidente. Elle est un peu hétérogène. Vous voyez des zones plus claires, des zones plus foncées. Les radiologues, avec leur Doppler, vont pouvoir analyser les vaisseaux de la lésion. Et vous voyez ces troncs, ces lignes rouges, ça montre qu'il y a des artères qui sont à bon débit. C'est des arguments pour dire qu'il y a une tumeur active ici. À l'inverse, c'était une autre situation, vous ne voyez pas bien, mais vous voyez que dans la lésion, il n'y a aucune ligne rouge, aucun vaisseau sanguin. Ça, c'était une lésion parfaitement bénie. Ce sont des arguments qui nous aident un petit peu. Et puis, certains d'entre vous ont fait d'autres types d'examens, des angiographies. On a injecté au niveau du bras un colorant, angiographie, à la fluorescéine, à l'ICG. C'est des arguments. On vient rajouter tout ça dans la liste des éléments et en fonction des vaisseaux, s'il y a des taches qui diffusent, des taches qui ne diffusent pas. Ça, c'est des examens que vous avez fait chez votre ophtalmo parce qu'on ne les pratique pas ici. Ils ont été faits auparavant. On en a récupéré les résultats. Et puis, vous avez sûrement fait des OCT, ces analyses, ces genres de... un mélange entre un scanner et une échographie, qui démontre un petit peu la bosse ici au niveau de la lésion. On va regarder s'il y a du liquide. Bref, on ajoute ça à la liste des arguments. Et puis, dans des cas beaucoup plus rares, on fait une IRM. On n'en a pas souvent besoin. Souvent, l'échographie et les autres examens suffisent. Mais de nouveau, des lésions où il y a beaucoup de sang dans l'œil, une grosse cataracte, quand on ne voit pas du tout, on va documenter plus et l'IRM peut être utile. Et puis, dernier élément que j'ajoute, c'est les arguments dits temporels. Si on connaît un grain de beauté, un névus au niveau du fond d'œil, on va le suivre pour voir s'il est plus ou moins à risque d'évoluer. Et là, c'est une situation un peu caricaturale, mais vous aviez en 2018 une lésion qui a une épaisseur. On avait, pour toute une série de raisons, pas encore de quoi valider le diagnostic. On a préféré attendre un petit peu. Et un an après, on voit que la lésion est devenue plus en relief. À l'échographie aussi, on a donc la preuve, parce qu'une lésion bénigne, non tumorale, ne se modifie pas en dimension. Par contre, un cancer, lui, augmente en taille. Et donc, si on voit une évolution au cours du temps, on valide indirectement le diagnostic. Parfois, c'est un peu plus
subtil, vous avez ici une lésion qui est pigmentée, qui est parcourue de taches oranges, ça a tous les arguments, mais on voulait un petit peu attendre. Et vous voyez que si on regarde bien les bords, j'ai tracé ici la ligne blanche horizontale pour délimiter les bords de la lésion pigmentée. Vous voyez qu'un an après, la ligne, elle s'est rapprochée des vaisseaux. C'est pas énorme, mais il y a une petite progression, un étalement de la pigmentation qui nous fait dire que si ça bouge, c'est que c'est un cancer. On a des critères, ce n'est pas les nôtres, c'est ceux d'équipes américaines qui ont établi si un grain de beauté est plus ou moins à risque. On ne va pas suivre tout le monde de la même façon. Un grain de beauté qui a peu de risque, il sera suivi tous les 6 mois ou tous les ans et puis délégué en ville. Un grain de beauté, un IVUS qui a pas mal de facteurs de risque, on pourrait le revoir dès 3 mois après pour vraiment pouvoir le traiter dès qu'on observe la modification. Et donc c'est ça, c'est la combinaison de ces différents arguments qui va nous permettre de poser un diagnostic sans preuve histologique. On n'a pas fait de biopsie, mais on va poser quand même l'indication du mélanome uvéal. Étape d'après, on va choisir le bon traitement. Mais on sait aussi qu'on fait de l'ophtalmologie adaptée à la tumeur. Quand vous allez chez l'ophtalmologiste habituellement, l'idée c'est de mieux voir, avoir une nouvelle paire de lunettes. Ici, on est obligé de revoir un petit peu l'ordre des choses. La première priorité, c'est de contrôler la tumeur qui est dans l'œil. Si possible, en préservant l'œil, et si possible, en préservant la vision. Mais on est obligé de respecter cet ordre-là. Et le premier ordre, c'est contrôler la tumeur. Pour ça, comme je vous ai dit tout au début, on peut faire de la radiothérapie. On verra les deux types, protons ou les disques radioactifs, et puis la technique de chirurgie qui est une énucléation. Concernant la protonthérapie, alors, c'est ce qu'on appelle une radiothérapie externe, dans la mesure où la source de rayon vient de l'extérieur et va atteindre votre œil. Et qui dit protonthérapie dit utilisation de protons. Ce ne sont pas des rayons X, c'est des protons. Ce ne sont pas des photons, bref, c'est un proton, une petite particule qui est chargée lourdement, qui va venir directement dans la tumeur. Particularité du proton, c'est que si vous voyez, tout le long du trajet entre la machine et votre œil, il y a très peu d'énergie qui est délivrée. Par contre, dans la tumeur, le proton va libérer toute son énergie. C'est l'avantage de cette technique-là, c'est qu'elle libère ses rayons à une zone relativement précise dans la tumeur, et surtout après, ça chute brutalement. Donc il n'y a pas ou peu de dose qui est délivrée, par exemple, derrière l'œil. Alors ça, évidemment, c'est les beaux schémas. Dans la réalité, on n'a pas un magnifique pic, on a plutôt un plateau. Bref, il y a toujours une adaptation. Mais l'idée, c'est ça. Un rayon X classique, ça délivre son énergie maximale dès la sortie de la machine, alors que le proton a l'avantage de délivrer son énergie maximale plutôt dans la tumeur. Ça veut dire que tous les tissus qui sont traversés avant, entre la machine, entre guillemets, et la tumeur, ils reçoivent une dose plus faible, et en tout cas derrière, ça, il y a en tout cas très peu de doses. Donc en pratique, on vous voit à l'Institut, on revalide, on fait les photos, on fait l'échographie, on valide, on discute avec vous. Nous aussi, on le valide en réunion, en RCP, ces discussions où il y a des ophtalmos, des radiologues, les ophtalmos, des anapathes, des radiothérapeutes, pardon. Alors si celle des oncologues et des radiologues, c'est le jeudi soir, nous c'est le jeudi après-midi. C'est une journée réunion, le jeudi, où on rediscute un petit peu, on valide tous le diagnostic, qu'on soit bien d'accord, on valide aussi l'indication, si on est d'accord sur le type de traitement. Et puis, pour faire un traitement par protonthérapie, on doit quand même guider le radiothérapeute. Il ne suffit pas de lui dire qu'il faut irradier la tumeur, il faut lui dire précisément où irradier. On fait donc une chirurgie de pose de clip. Ces petits repères en tantale, c'est un métal rare qui n'est pas magnétique. Ça veut dire qu'il ne bougera pas si on fait une résonance magnétique, une IRM. Donc, si on a une chirurgie de pose des clips, on peut faire une IRM et surtout, on ne sonnera pas non plus dans les portiques des musées, des aéroports et autres. L'avantage, c'est qu'on va poser ces petits repères métalliques, ici, 2 mm et demi, à la surface de l'œil. On va, pendant la chirurgie, éclairer votre œil d'une certaine façon pour voir l'ombre de la tumeur apparaître. Ici, là, vous avez l'ombre de la tumeur apparaître. Et on va suturer à la surface de l'œil ces petits clips et on va mesurer les distances. On va faire de la cartographie de la balistique en soi. On va mesurer la distance entre les clips, la distance entre le clip et les tumeurs, les distances du clip par rapport à certaines zones de l'œil, informations qu'on va transmettre aux physiciens et aux radiothérapeutes qui vont pouvoir modéliser tout ça dans des logiciels qui vont en 3 dimensions reconstruire votre œil, remodéliser la tumeur et on va essayer aussi d'adapter la position. On ne vous fait pas toujours regarder tout droit, parfois on vous fait regarder sur les côtés dans certains axes pour essayer d'irradier la tumeur, mais en épargnant, si possible, par exemple, le nerf optique ou la macula. On va essayer d'adapter un petit peu la position pour les épargner tant que peut se faire. Et donc ça correspond à ça. On a des photos, on a déterminé le volume de la lésion, on a positionné nos clips, on en met 4, 1, 2, 3 au bord de la lésion, un 4e plus à distance, soit, et on va remodéliser tout ça pour passer à l'étape d'après, qui est le traitement. D'abord, on fait
des techniques d'immobilisation de votre œil, on détermine un masque thermoformé pour que votre tête soit mise dedans sans pouvoir bouger, pour que le traitement soit précis. Vous connaissez pour certains l'applicateur buccal, et cette machine va permettre de délivrer les protons directement dans l'œil. Une séance de repérage, une séance de simulation et 4 séances de traitement, 4 fois 15 grès. En grès, c'est l'unité de dose pour faire un total de 60 grès délivrés sur votre œil. Vous connaissez aussi, un peu plus malheureusement, parce que ça, on entend souvent parler du fameux écarteur à paupières qui tire plus qu'un peu, même beaucoup sur les paupières. Il y a un objectif, c'est vraiment sortir les paupières du champ d'irradiation. Des cils, c'est assez fragile, la peau de la paupière aussi. Si les rayons touchent la paupière ou les cils, il y aura une chute de cils qui ne sera pas, en grosso modo, il n'y aura pas trop de repousse des cils. L'idée, c'est de les écarter. C'est pas pour rien qu'on le fait, on sait que c'est gênant, mais ça permet d'irradier uniquement les zones les plus sensibles, la tumeur. Quand est-ce qu'on fait ça? On fait ça quand on a une tumeur qui est localisée plutôt au niveau du fond de l'œil, la partie, et une lésion qui est à moins de 10 mm d'épaisseur. C'est une des questions récurrentes, c'est quand est-ce qu'on choisit l'une ou l'autre technique. A priori, radiothérapie par proton, c'est quand on est à moins de 10 mm. Bon, il y a toujours des zones un peu de discussion en fonction des contextes, mais retenons plus ou moins ça. Quand la tumeur est localisée au coin externe de l'œil, en haut, on s'approche de ce qu'on appelle la glande lacrymale. C'est cette glande qui permet de lubrifier, elle produit les larmes, donc elle humidifie l'œil. Si avec les rayons on l'irradie beaucoup, elle va moins bien fonctionner. Les conséquences, c'est une forte sécheresse de l'œil. Donc dans ce cas-là, la radiothérapie n'est pas, en tout cas par proton, n'est pas nécessairement le meilleur traitement, et on proposera plutôt ce qu'on appelle de la curithérapie. La curithérapie, c'est quoi? C'est une radiothérapie plutôt où la source radioactive ne vient pas d'une machine à l'extérieur, mais on va directement la suturer sur votre œil. Nous, on utilise majoritairement de l'iode 125, de l'iode radioactif, qui est contenu dans un disque en or. La particularité de ces grains d'iode, c'est qu'ils irradient bien sûr sur 360 degrés. Mais ce disque en or, il est étanche aux rayons, il va les bloquer. Donc si vous avez de l'iode qu'on va suturer à la surface de l'œil ici, il va irradier à la base dans toutes les directions, mais la plaque en or va bloquer les rayons pour toute cette partie extérieure. Donc on protège l'extérieur de l'œil, mais on permet évidemment au grain d'iode d'irradier la tumeur qui est ici. L'avantage, c'est que si on met ce disque près de la glande lacrymale, aucun rayonnement ne va vers l'extérieur, vers la glande lacrymale, elle est protégée. Par contre, évidemment, tous les rayons rentrent dans l'œil pour irradier correctement la tumeur. C'est le même processus, on vous voit en consultation, on discute du bon choix, on valide ça avec vous. On doit poser ce disque sur votre œil qui est suturé directement à l'œil. Par contre, ce traitement prend du temps. Pour délivrer toute la dose, il faut que le disque reste que plusieurs jours. 3, 4, 5, 6, 7, ça dépend des dimensions de la lésion, ça dépend des grains d'iode, est-ce qu'ils sont actifs beaucoup, moins actifs. Certes, ce sont des physiciens qui vont calculer le temps de pose du disque. Vous restez hospitalisé toute la durée parce qu'il y a de la radioprotection. Vous ne pouvez pas vous balader dans la rue avec une source radioactive. Ça nécessite donc que vous restiez dans une chambre plombé, avec un accès un peu restreint. On peut venir évidemment vous voir, vous avez de la famille qui peut venir, mais pas nécessairement trop s'approcher. Ce disque reste 4, 5, 6 jours sur l'œil, le temps qu'il fasse, entre guillemets, son effet, et puis après, évidemment, on le retire. Et on rentre à domicile. L'utilisation de ce disque-là, donc c'est même chose, des lésions de moins de 10 mm, mais localisées, en tout cas nous c'est notre utilisation, souvent dans le coin supéro-externe, près de la glande lacrymale, ou à l'inverse des toutes petites lésions qui sont situées au niveau du devant de l'œil. C'est assez facile à mettre plutôt que des protons. Bref, ça c'est des choses qu'on discute un peu avec vous. Tout ça c'était pour des lésions qu'on va estimer pas encore trop volumineuses, grosso modo moins de 10 mm. Quand on a dépassé cette limite un peu arbitraire de 10, on est plutôt contraint de proposer une chirurgie de dénucléation. C'est donc une ablation chirurgicale, certes de l'œil, mais surtout de la tumeur. Même principe, on vous voit en consultation, on refait l'échographie, mais vous voyez ici qu'on est sur une lésion qui est quand même plus volumineuse. On rediscute, on revalide les choses, et puis on va quelques jours, une ou deux semaines après, à l'étape de la chirurgie. C'est sous anesthésie évidemment générale, on enlève la tumeur et donc l'œil, mais on ne va pas laisser ça comme ça. On met dans l'orbite à la place un implant rond, on resuture les muscles pour qu'il y ait quand même une petite mobilité, on remet différents tissus de protection pour que ça soit étanche, et on met après ce qu'on appelle un conformateur, une petite coque en plastique sur l'œil, sous les paupières, qui viendra prendre la place de la future prothèse. Là, il y a d'office une nuit d'hospitalisation, pour simplement contrôler d'éventuelles douleurs, quoique c'est relativement peu douloureux juste après, mais on veut quand même que les équipes médicales soient là pour.
Les suites opératoires sont souvent simples, peu de complications. Certes, les paupières vont gonfler, ça c'est sûr, mais sans signe de gravité. De la pommade à mettre matin et soir pendant un mois, avec aide infirmière à la maison. Un pansement quelques jours. Après, on enlève le pansement, on laisse en guillemets respirer. Évidemment, on peut cacher le temps que ça cicatrise, que la famille vienne à la maison, qu'on sorte dans la rue. Ça évite, c'est plus confortable pour tout le monde, mais pas besoin de pansement bien étanche. Et les complications sont relativement rares, les infections sont désormais rarissimes. Et puis vient quand même l'étape de la prothèse. C'est ça que les patients souhaitent avoir le plus vite possible après la chirurgie d'énucléation, mais pas trop tôt non plus. Il faut que ça cicatrise. Donc on considère qu'on a une prothèse dite provisoire qui est fabriquée par le prothésiste. C'est pas nous, et c'est le prothésiste qui fait un travail un peu d'artiste en faisant une prothèse qui va correspondre à l'aspect esthétique de l'autre œil, donc il va adapter la couleur, il va adapter la blancheur de l'œil, parce qu'on a tous des yeux un peu différents, plus ou moins vascularisés, il va adapter tout ça. Un mois après, une prothèse dite provisoire, et 6 mois après, une prothèse dite définitive, qui n'a en fait de définitif que le nom, parce qu'elle sera remplacée au bout de 4-5 ans, et avec un repolissage de temps à autre. Ça aussi, c'est adapté en fonction du contexte. Et donc on fait cette chirurgie plutôt entre une lésion supérieure à 10 mm. Techniquement, on pourrait faire des rayons sur une lésion de plus de 10 mm, mais on ne le proposera pas pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'il faut quand même être sûr de ce qu'on fait et garantir une réussite au traitement. Plus les lésions sont volumineuses, moins on est certain de vraiment détruire l'ensemble de la lésion. Donc pour éviter les récidives, une radiothérapie d'une si grosse lésion, elle sera probablement beaucoup moins efficace, et ça, on ne le souhaite pas. Deuxième chose, et on verra après les effets que ça pourra avoir, la radiothérapie, ce n'est pas non plus un traitement magique qui ne fait que traiter sans effet secondaire. Si on a une lésion très volumineuse, la quantité de rayons qui va être transmise au niveau de l'œil va être également assez importante, et ça, l'œil ne le tolérera pas. Devoir faire une chirurgie où on enlève l'œil parce que le traitement était trop agressif dans un second temps, c'est moins bien, c'est beaucoup moins esthétique qu'une chirurgie qui a été faite d'emblée pour enlever la tumeur. Donc, quand on a une grosse lésion, il vaut mieux l'enlever d'emblée que de devoir passer par des étapes de radiothérapie, mais après d'œil très douloureux, d'aucune vision. C'est des étapes absolument pas confortables, où on doit quand même enlever l'œil après, et là, esthétiquement, c'est moins satisfaisant. Donc, au-delà de 10 mm, consensus assez international, chirurgie. Premier objectif, donc, le contrôle de la tumeur. La radiothérapie est un traitement qui fonctionne quand même très bien quand on respecte les bonnes indications, moins de 10 mm. On considère que 5 ans après l'irradiation, on a 96% de contrôle tumoral, dit autrement, 4% de rechute, souvent dans les 2-3 premières années. Pour de la radiothérapie d'un cancer, c'est assez satisfaisant, ça fonctionne donc bien. Grosso modo, pas de différence de contrôle entre les protons ou les disques. Si on choisit une autre technique, c'est pour des raisons justement techniques, mais il n'y aura pas de modification d'efficacité. Si jamais ça récidive, que fait-on? C'est les 4 petits pourcents. De plus en plus, on essaye de retraiter par de la radiothérapie, tout en sachant que les effets secondaires des rayons vont probablement pas s'additionner, mais peut-être se multiplier. Mais bon, ça vaut la peine d'essayer. Dans certains cas, quand les rechutes sont plus volumineuses ou quand il y a déjà une grosse perte de vision, on devra quand même peut-être faire une chirurgie d'énucléation. Bref, de nouveau, ça c'est à discuter avec vous. Une fois qu'on a traité, bien sûr, on va vérifier la lésion. On va vous revoir en consultation, on va faire ces examens du fond d'œil. Vous avez une lésion en relief ici qui est devenue parfaitement plane ici. On va vérifier tout ça, on va refaire des examens. On va refaire aussi des échographies où vous allez voir que cette cicatrice tumorale ici va au cours du temps s'aplanir progressivement pour devenir une cicatrice inactive. Et juste, c'est vrai que on n'a pas fait de chirurgie, on a fait des rayons. On va traiter la tumeur. Elle ne va pas donc d'une certaine façon se volatiliser ou disparaître. Les rayons vont avoir pour objectif de bloquer complètement la tumeur. Toutes les cellules qui se divisaient, agressives, seront neutralisées, mais ne disparaissent pas non plus. C'est très lentement, très progressivement que la cicatrice va, grosso modo, les cellules vont se tasser, petit à petit disparaître. Et donc si on a une lésion en diagnostic qui fait, j'invente, 4 mm d'épaisseur, 6 mois, 1 an après, elle va faire 3 mm d'épaisseur. 6 mois, 1 an après encore, 2 mm d'épaisseur, pour se stabiliser, par exemple ici, à un petit reliquat, une cicatrice de 1 mm, 1 mm et demi d'épaisseur. L'épaisseur finale n'a pas d'intérêt. On n'est pas mieux traité si on a une cicatrice qui est parfaitement plane que s'il reste 5 ans après un petit bonbon, ça ne change rien. Le seul, entre guillemets, objectif qu'on veut avoir, c'est une cicatrice qui diminue en épaisseur, et puis qui, surtout au cours du temps, ne réaugmente jamais. Que la cicatrice qui reste dans l'œil fasse 1 mm ou 3 mm, ça n'aura aucune importance. On n'est pas mieux traité si elle est parfaitement plane. Ce qu'on veut, c'est qu'elle est diminuée et qu'elle ne réaugmente pas.
Mais bon, comme je vous disais, la radiothérapie, c'est très efficace, mais c'est également toxique dans certains cas pour l'œil. Pourquoi? Évidemment, on irradie la tumeur à pleine dose. C'est l'objectif, 100% de la dose sur la tumeur. Pour garantir un bon contrôle des rayons, les 96% à 5 ans, on va évidemment irradier aussi au pourtour. C'est notre marge de sécurité. 2 mm et demi qui reçoit presque 100% de la dose. Ça veut donc dire qu'on va irradier de la rétine saine, qui n'a pas de tumeur, mais qui contient quand même des vaisseaux et qui peut être fonctionnelle. On va inévitablement la détruire. Pas le choix, il faut garantir un bon résultat des traitements. Et puis parfois, au diagnostic, on a déjà un décollement de rétine. À cause de la masse de la tumeur et du liquide qu'elle produit, une partie de la rétine va se décoller. Une rétine qui est décollée, c'est une rétine qui est mal vascularisée. Elle est en souffrance. Et ça aussi, ça va s'additionner aux effets provoqués par les rayons. Et puis, dans certains cas, troisième situation, la cicatrice tumorale en elle-même va poser problème. Je vous ai expliqué, avec les rayons, on va bloquer toutes les cellules, elles ne vont plus être capables de se diviser. Le cancer est contrôlé, mais la cicatrice ne se volatilise pas non plus. Et ces cellules résiduelles, elles peuvent être toxiques, elles peuvent sécréter des molécules qui vont favoriser l'inflammation et favoriser les effets secondaires. Donc bref, c'est la conjoncture de plusieurs problèmes. On irradie la tumeur, plus une marge de sécurité. Parfois, la rétine se décolle, elle l'est déjà, mais elle peut se décoller aussi. Ça, c'est toxique pour l'œil. Et puis, la cicatrice tumorale, elle est bien contrôlée, mais elle peut aussi participer aux effets secondaires. C'est ce qu'on appelle des cicatrices dites un peu toxiques, où elles vont provoquer beaucoup d'inflammation. Et l'ensemble de tout ça, grosso modo, ça va donner une rétine qu'on appelle ischémique. Elle manque d'oxygène, cette rétine. On a fermé le robinet, les vaisseaux sont obturés. Après, cette rétine, elle ne va pas rester telle qu'elle, elle est en souffrance, et la nature étant a priori bien faite, si vous fermez le robinet, la rétine va ouvrir des robinets ailleurs. Elle va fabriquer des nouveaux vaisseaux. La radiothérapie bouge des vaisseaux, à ce que ça ne tienne, elle crée des nouveaux vaisseaux. Sauf que ces nouveaux vaisseaux, ils sont fragiles, ils peuvent saigner, et ils vont surtout se mettre dans des endroits qui ne nous arrangent pas trop. Ils vont bloquer les zones d'évacuation du liquide de l'œil. Donc ça veut dire qu'avec les rayons, on ferme le robinet. Certes, la rétine va créer des nouveaux vaisseaux, elle rouvre le robinet, mais sauf qu'elle va aussi bloquer le canal d'évacuation. Donc à cause de ça, on réaugmente la sécrétion de liquide dans l'œil, mais plus d'évacuation possible. Résultat, le liquide s'accumule dans l'œil, la tension va monter, c'est ce qu'on appelle le glaucome. Donc c'est un peu ça le problème. On irradie la tumeur, mais la rétine est abîmée aussi au pourtour, on bouge des vaisseaux, des nouveaux vaisseaux apparaissent pour compenser, mais sauf que la tension, en conséquence, va aussi augmenter, c'est ce qu'on appelle un glaucome néovasculaire. Conséquence de ça, la vision ne reste pas toujours là, ça peut être douloureux, ça peut être inesthétique, et dans ces cas-là, quand on arrive in fine à ces complications, c'est loin d'être tout le monde, c'est une petite partie des patients, surtout si la tumeur était volumineuse au départ, mais ça peut arriver. Ce glaucome néovasculaire est douloureux et gênant, et on peut être amené à faire une chirurgie d'énucléation. On doit enlever l'œil dans un second temps, non pas parce qu'il y a récidive tumorale, la tumeur est parfaitement contrôlée, mais parce que l'œil n'a pas toléré les rayons, et on a plus de confort en ayant fait cette chirurgie qu'en restant avec un glaucome qui est difficile à traiter. Si ça a été votre cas, on a peut-être tenté de faire des injections dans l'œil ou autre, mais on n'y arrive pas nécessairement. Dans des rares cas, c'est ça qu'on va vous proposer. Si jamais on voit que la rétine commence à souffrir, chez certains d'entre vous, on a proposé de faire des injections dans l'œil pour essayer un petit peu de calmer cette rétine en souffrance. On peut aussi faire du laser. Vous avez eu, pas nous, c'est votre ophtalmo près de chez vous qui fait ça. Grosso modo, cette rétine qu'on a irradiée et qui est en souffrance, de façon un peu imagée, on préfère la rendre non fonctionnelle. Il vaut mieux que cette rétine soit complètement, entre guillemets, morte, que en souffrance. Et ça, c'est du laser qui va faire ça. Votre ophtalmo va, avec des formes de pointillés, venir faire des petits impacts de laser dans toute cette zone ici pour achever, d'une certaine façon, cette rétine en souffrance. Il vaut mieux qu'elle arrête de sécréter ces molécules toxiques, au moins c'est un peu réglé, que de garder cette rétine qui souffre, qui va in fine amener à la montée de tension de l'œil. Si au diagnostic, vous aviez déjà une lésion volumineuse avec une rétine décollée, on a pu vous proposer d'emblée, 1 mois après les rayons, des injections dans l'œil. Ces injections, elles ont pour objectif grosso modo, de rendre un peu les structures à nouveau étanches. On va de nouveau fermer un peu les robinets, empêcher cette tumeur de produire tant de liquide dans l'œil pour espérer que le décollement de rétine va, lui, petit à petit, être réappliqué, que votre œil pourra réabsorber le liquide. Et dans des cas beaucoup plus rares, on peut essayer d'enlever cette cicatrice par de la chirurgie. Ça reste des indications très précises. Une fois qu'on a fait les rayons, si on suspecte que cette cicatrice va être toxique pour l'œil, on peut l'enlever par une chirurgie, c'est donc cette chirurgie d'endorésection.
on ne va pas aborder plus les détails, ça reste localisé ça reste plutôt pour certains patients uniquement. Et donc je vous disais qu'on va essayer de contrôler ces différents effets secondaires. Vous allez faire chez votre ophtalmo dans certains cas une angiographie à la fluorescéine, on va refaire cet examen où on injecte du colorant dans le bras, on va un petit peu voir ce qu'il en est pour essayer de détecter ces zones en souffrance, faire du laser, faire des injections pour éviter le glaucome néovasculaire. Mais bon, voilà, cette chirurgie d'énucléation, d'ablation de l'œil pour complications, chez les patients qui ont eu des rayons, 10 ans après, grosso modo, 10% devront y avoir cette chirurgie où on enlève l'œil dans un second temps. Juste, on a encore quelques minutes devant nous, on va se focaliser sur 2 zones bien sensibles dans l'œil qui vont malheureusement aussi subir les rayons. On a essayé un petit peu de... Là, on a parlé des complications générales, mais on va se focaliser un peu plus sur la vision après la radiothérapie. On a peut-être pu, et souvent c'est le radiothérapeute qui en parle, vous expliquer si grosso modo la vision va un peu, moyennement ou beaucoup diminuer après la radiothérapie. Pour ça, on se base en fait sur la proximité de la tumeur par rapport à 2 zones. Ceci, je vous en ai parlé tout au début, c'est le nerf optique, la jonction entre l'œil et le cerveau. Ça, c'est la macula, la zone essentielle pour la vision. Ici, c'est le bord de la tumeur. La tumeur, on l'irradie pleine dose, plein pot, on n'a pas le choix, il faut contrôler la tumeur. Plus la marge de sécurité, 2 mm et demi, pas le choix, il faut l'irradier aussi, sinon on aura des récidives tumorales. Mais vous voyez que si on a le bord de la tumeur et qu'on commence à rajouter les 2 mm et demi, on se rapproche de la macula, qui va être irradiée aussi plein pot. Et dans certains cas, on se rapproche du nerf optique qui pourra aussi être irradié plein pot. Pas le choix. Ça a été essayé par d'autres centres de diminuer les marges de sécurité, mais ce n'est pas une bonne solution. Qui dit réduction de la marge de sécurité, dit récidive tumorale, et ça, c'est ce qu'on cherche à éviter. Mais ça explique pourquoi on peut un peu vous dire que, dans certains cas, la localisation de la tumeur fait qu'on sait qu'on va irradier la macula et ou le nerf optique, et que ça aura des conséquences non négligeables sur la vision après. Les physiciens vont calculer la dose reçue par la papille, le nerf optique et la macula. En fonction, ils nous donnent le pourcentage de la zone qui recevra X pourcentage de dose. Et voilà ce que ça donne. Si on irradie le nerf optique, là, vous voyez toute cette zone blanchâtre avec du sang, c'est des phases un peu aiguës où le nerf optique, 6 mois, 1 an et demi après la radiothérapie, ce nerf optique souffre des effets des rayons. Et 1 an, 2 ans encore plus tard, vous voyez que le nerf optique est devenu un peu palo, avec des vaisseaux là, qui sont devenus très très fins. C'est ce qu'on appelle une papillopathie radique, une maladie de la papille, le nerf optique, liée aux rayons. Un autre exemple, vous avez la tumeur qui est ici, le nerf optique qui est là. 1 an après, vous voyez que c'est très gonflé, accumulation de liquide, dépôt jaunâtre, et conséquence plus tard, un nerf optique qui est devenu beaucoup plus pâle ici que là. Le problème, c'est que le nerf optique, c'est une zone essentielle pour la vision. Ça récupère l'ensemble des informations de l'œil, en termes de vascularisation, en termes d'infos lumineuses. Si le nerf optique n'est plus fonctionnel, on peut aller jusqu'à une perte assez importante, voire une perte complète de la vision. C'est loin d'être le cas chez tous les patients. Si vous avez une tumeur qui est localisée à distance, on n'irradie pas le nerf optique, ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est pour ça qu'on peut parfois vous dire, là, malheureusement, on va traiter, mais on sait qu'on sera délétère pour la vision. C'est parce qu'on sait que dans le champ d'irradiation sera inclus le nerf optique. Et puis, il y a la macula, cette zone ici, essentielle pour la vision. Ça, c'est des images en OCT, vous avez peut-être vu, on vous les a fait, ou votre ophtalmo vous a fait cet examen aussi. Ça, c'est un profil relativement normal, sauf ici. Vous voyez ces taches noires, ça c'est ce qu'on appelle du liquide, de l'œdème dans la macula. Et c'est ça qu'on va par exemple traiter avec des injections. Et cet œdème, il peut être de dimension assez importante. Là, il est assez léger. Mais vous voyez ici que le jet, l'accumulation de liquide est beaucoup plus importante. Et ça, c'est la zone pourtant essentielle pour la vision. Ici, au centre, c'est la fovea, la zone la plus au centre de la macula. Et ça va nécessairement abîmer la vision. Situation la plus extrême, on avait le mélanome qui était situé juste en dessous, donc là, ça a pris plein pot, les 60 grès, 4 jours, 15 grès, au total 60, et vous voyez que c'est même pas uniquement du liquide, mais c'est une rétine qui à la base a une épaisseur, 300 microns, et là on a une rétine beaucoup plus fine, beaucoup moins fonctionnelle. Donc ça aussi, on sait que si on doit irradier la macula, X temps après, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, c'est difficile à dire, mais cette macula va décompenser, elle va subir les effets des rayons, avec apparition de liquide dedans, et si vraiment
elle a reçu une quantité de rayons importante, elle va s'affiner, s'atrophier, et elle n'aura plus du tout de quoi être fonctionnelle. Ça aussi, ça peut faire baisser la vision. Par contre, une atteinte de la macula, c'est plutôt une tache sombre, au centre de la vision. C'est un peu comme des personnes qui ont les fameuses DMLA, les dégénérescences de la macula liées à l'âge, plutôt spécifiques des personnes plus âgées. C'est un peu les mêmes symptômes, une grosse tache noire au niveau du centre de la vision, mais par contre, la vision périphérique, relief, en tout cas non, pardon, luminosité, contraste, ça reste plus fonctionnel. On a d'autres techniques, angiographie ou autres, qui nous montrent que voilà, dans ces zones au centre, vous avez toute une série de vaisseaux, et malheureusement, la macula a très mal toléré. C'est tout noir, il n'y a plus aucun vaisseau. On se doute bien que dans cette zone-là, il n'y a pas d'oxygène, donc pas de fonctionnalité possible. Comment traiter, comment essayer d'empêcher tout ça? C'est une très bonne question. On n'a pas de traitement, on va dire, curatif. Si on a un début d'atteinte des rayons au niveau du nerf optique ou de la macula, on ne pourra probablement pas stopper le processus. On peut essayer par contre de le ralentir, ou en tout cas de l'assouplir un petit peu, essayer que la baisse de vision soit in fine moins importante, ou que la baisse soit en tout cas plus lente. Comment? Notamment par ces injections. On va réinjecter, pas nous, votre ophtalmo, ça prend 10 minutes. Ces injections dans l'œil, malheureusement, c'est répété. On en fait 1, 2, 3, en tout cas tous les mois, pour essayer vraiment de diminuer l'apparition de ce liquide, freiner un petit peu les choses. Toute la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on doit les faire... Ah oui, je vois la question, pas mal. Quel est le produit dans les injections? Des anti-VEGF. Les VEGF, c'est quoi? C'est justement cette substance qui favorise les vaisseaux. Je vous ai expliqué qu'on bouge des vaisseaux, la nature étant relativement bien faite, elle crée des nouveaux vaisseaux. C'est suite à ce VEGF qui va favoriser l'apparition de vaisseaux. On envoie une molécule qui les bloque, anti-VEGF, pour bloquer cette progression. Ce sont les mêmes molécules que pour des patients qui ont cette DMLA, cette dégénérescence de la macula liée à l'âge. Il y a différentes molécules et en fait, quel que soit le nom, que ce soit, vous avez entendu Avastin, Lucentis, Eylea, c'est les noms commerciaux, ça changera grosso modo pas grand-chose. Et la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on doit préventivement essayer de traiter l'œil pour éviter les effets secondaires? Excellente question. On ne sait pas trop. Après, une radiothérapie, ça reste agressif. Mais c'est vrai que si des patients ont un gros décollement de rétine au début, on aura tendance à proposer d'office des injections. Par contre, est-ce que quand on a quelqu'un, on sait qu'il y a une irradiation qui a été faite mais qu'on n'a pas dans la macula, mais qu'on n'a pas encore d'effet secondaire, est-ce que ça a un intérêt de, dès le début, injecter? On ne sait pas. On essaie de voir avec d'autres centres français pour lancer d'études cliniques et voir un petit peu si ça a un avantage de faire du laser préventif, des injections préventives. On n'a pas la réponse. Même si l'injection, c'est quelque chose qui n'est pas très dangereux pour l'œil, ça reste une injection dans l'œil. Donc, on va voir un petit peu à l'avenir comment on peut essayer de prévenir les choses. Le problème, c'est que pour les prévenir, il faudra déjà mieux comprendre les mécanismes de la maculopathie radique, on n'en connaît pas encore exactement toutes les causes. Oui, on avance. Donc, après, en termes de contrôle de la vision, là, je vous ai dépeint un peu le tableau le plus catastrophique pour vous montrer les choses. Si on irradie la macula, si on irradie le nerf optique, la vision peut rester malheureusement très faible. Par contre, si on prend des petits mélanomes de la choroïde localisés tout à fait à distance de ces lésions, la vision reste assez bonne. Si on a des patients qui avaient une vision à 8 dixièmes avant, 5 ans après, une vision qui est aux alentours de 6 dixièmes. Donc ça veut dire que finalement, la vision de cet œil-là n'a pas trop diminué pour autant qu'on ait un petit mélanome situé bien à distance. Donc tous les patients n'auront pas une baisse de vision, bien heureusement, mais en fonction de la localisation, si cette tumeur est localisée près des zones de la vision, nerf optique ou macula, la baisse de vision, elle sera malheureusement plus fréquente. D'autres effets secondaires des rayons, oui, la cataracte, mais bon, cette cataracte, on l'aura tous, moi aussi, je l'aurai un jour, pas tout de suite, mais on l'aura, sauf qu'elle apparaîtra un peu plus précocement, ça s'opère. Ça, ce sont ce qu'on appelle des télangiectasies, des dilatations de vaisseaux, c'est lié aux rayons, c'est parfaitement bénin, c'est des effets secondaires de la radiothérapie, certes, mais bon, c'est inesthétique, mais ça n'a pas de conséquences. La chute des cils, de fait, si on a, malgré le fait d'avoir tiré sur les paupières, quelques cils dans le champ d'irradiation, ça peut provoquer ceci. Et puis pour terminer, comme ça on aura pas mal de temps pour la discussion, une fois qu'on a traité, choisi la technique, essayé de gérer les complications, on va de fait avoir ce suivi au niveau ophtalmo. On a à Curie, on est un peu carré sur certains trucs, notamment sur le suivi, on aime bien suivre un protocole très précis, c'est le meilleur moyen d'être sûr d'avoir des bonnes évaluations, de ne pas louper les rendez-vous. C'est-à-dire que, grosso modo, ça, j'ai pris l'exemple d'un patient qui a eu une protonthérapie ou un disque diode, on va nous à Curie le voir 1 mois après les rayons, et puis on le verra tous les 6 mois, les 2 premières années. Nous à Curie. Mais un contrôle sera fait, lui, par contre, tous les 3 mois en alternance avec votre ophtalmo. Redit autrement, nous, on vous voit 1 mois après. 3 mois après, c'est votre ophtalmo.
3 mois plus tard, de nouveau nous, votre ophtalmo, nous, votre ophtalmo. Ça vous fera un contrôle ophtalmologique tous les 3 mois, pendant 2 ans, mais alterné entre l'Institut et votre ophtalmo. Donc nous, grosso modo, tous les 6 mois pendant 2 ans. 2 ans après, grosso modo, on a déjà quelques éléments derrière nous. Une partie des complications sont apparues. On aura quand même la preuve que la lésion commence à bien répondre aux rayons. On a un peu moins de risque de récidive, donc vous allez garder un suivi auprès de votre ophtalmo, bien sûr, vous n'arrêtez pas le suivi, vous garderez un contrôle tous les 6 mois, mais par contre, il sera plus souvent fait chez votre ophtalmo et moins souvent à l'Institut. 2 ans après les rayons, on ne vous reverra qu'un an après, à 3 ans. À ce moment-là, on ne vous reverra que 2 ans après, à 5 ans, et puis 5 ans après, à 10 ans. Donc sur tout le suivi, on vous voit en fait, après traitement, 7 fois en 10 ans. Et après 10 ans, c'était une question, mais qu'est-ce qui se passe? Le suivi est arrêté. En fait, non. C'est le suivi ophtalmologique à l'Institut qui est arrêté. Parce qu'on estime que 10 ans après, le risque de récidive, le risque de complication, en soi, ce qu'il devait apparaître est presque toujours déjà apparu. Mais donc, c'est votre ophtalmo qui aura toute la compétence pour le faire. On n'a plus le besoin de vous faire venir 600 bornes, en train, tout le bazar. Vous connaissez un peu parfois la lourdeur du fait de venir jusqu'à nous. Mais on tient quand même à ce que ce suivi soit fait. 7 fois en 10 ans, ça va encore, parce qu'il y a quand même des moments clés. On veut, nous, pouvoir réagir dès qu'on peut, si on a une complication, si on a une rechute. Par contre, 10 ans après, votre ophtalmo a toute la compétence. Pendant ce moment-là, on ne vous voit pas, mais on sait quand même un peu ce qui se passe, parce que vous recevez des fiches d'évaluation à votre domicile, où elles sont envoyées directement à l'ophtalmo, et donc on reçoit quand même par courrier des nouvelles de vous. Même si on ne vous voit pas pendant 5 ans, on reçoit tous les X temps une fiche qu'on lit, qu'on décrypte, et au besoin, on recontacte votre ophtalmo, lui nous recontacte proactivement pour nous dire « Bon, on a l'apparition d'une complication, qu'est-ce qu'on fait? Injection, laser ?» et on peut échanger avec eux. Donc même si on ne vous voit pas, on a quand même des nouvelles. Et puis, on terminera par là, mais ce sera l'introduction au topo suivant. Vous aurez en parallèle le suivi au niveau du foie, qui sera adapté au contexte. Moi, je ne vais pas m'étendre dessus parce que finalement, c'est un topo qui est focalisé sur la maladie de l'œil, mais pour certains d'entre vous, on fait une échographie tous les 6 mois, c'est nous qui vous la prescrivons, nous en tant qu'ophtalmo, on récupère le compte-rendu. Pour d'autres patients, il y a une prise en charge qui a été faite en oncologie médicale, où vous aurez des IRM, des scanners avec relecture par toute l'équipe du docteur Servois pour s'assurer que les examens sont normaux ou donner son avis par rapport à une anomalie. Ce choix, il est fait en fonction de critères, si on estime qu'il y a plus ou moins de risque de développer des métastases. Si le risque est plutôt faible, on pourra faire cette échographie que nous-mêmes, ophtalmo, vous prescrira. Si le risque est plus élevé, le suivi est délégué à tous nos collègues. C'est ça que je mettais, le risque qui va être adapté en fonction des dimensions globales de la tumeur. On peut dire que plus la tumeur est grosse, plus le risque est important. C'est un peu comme ça que j'explique quand je vous revois parfois au centre de protonthérapie à Orsay. Si on a tous nos patients qui ont des lésions entre 2 mm et 15 mm d'épaisseur, c'est sûr que si on a une lésion à 3-4 mm d'épaisseur, on n'a a priori pas le même risque qu'un patient qui a une tumeur de 15 mm. Mais bon, c'est pas absolu, mais ça donne un peu une idée. Une personne qui a un mélanome de 3 mm a moins de risque de développer des métastases. Mais chez tous les patients, on le vérifiera quand même. Il n'y a aucun patient chez qui on dit « non, vous les échographies, on n'en a pas besoin ». On les fera toujours, au minimum, tous les 6 mois pendant 10 ans. Puis après, on garde un examen une fois par an parce que finalement, une échographie, prenons cet exemple-là, c'est pas si compliqué. Et puis on terminera là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, c'est la notion de génomique, les mutations qui sont localisées dans la tumeur. On dit beaucoup de choses par rapport à cette analyse génomique de la tumeur parce qu'en effet, en fonction du type de mutation qu'on retrouve, on peut être plus ou moins à risque de développer des métastases. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas absolu. Ce n'est pas parce qu'on a telle mutation qu'on va en développer, parce qu'on a celle-là qu'on ne va pas nécessairement en développer. C'est une orientation. Après, le problème, c'est est-ce que tous les patients peuvent avoir cette information-là? Pour avoir de la génomique tumorale, connaître les mutations dans la tumeur, il faut avoir de la tumeur. S'il y a une chirurgie d'énucléation qui est faite, on a la tumeur, donc on a du matériel, c'est analysable, on a l'information. Si on a fait de la radiothérapie, que ce soit des protons ou des disques, ça veut dire que pour avoir de la tumeur, il faut ponctionner, il faut piquer dans la ponction. Et ça, on peut le faire lors de la chirurgie de la pose des clips, on peut le faire lors de la mise en place du disque, on ne peut pas le faire chez tout le monde. Il faut une lésion suffisamment épaisse. Si on a une lésion très fine de 2-3 mm, ce n'est pas évident de s'arrêter au bon endroit. Si on a une lésion de 7-8 mm d'épaisseur, on peut plus facilement piquer dans la lésion, s'arrêter au milieu et prélever ce qu'il faut. Et puis, il faut qu'anatomiquement, elle soit bien localisée. Si la tumeur est sous un muscle,
techniquement, j'ai le muscle en face de moi, je ne peux pas traverser le muscle. Donc, cette ponction, c'est vrai que souvent, c'est une demande des patients me disant, mais est-ce que moi, je peux avoir cette ponction? Est-ce que je peux avoir cette information quant au risque plus ou moins élevé de développer des métastases? Si on peut, on fait la ponction, mais on ne prendra pas de risques non plus, et ça fait finalement une petite partie des patients qui ont de la radiothérapie qui pourront bénéficier de cette ponction. Voilà, dernière dia, évidemment, tout ça on le fait, en discussion avec vous, on essaye d'être le plus disponible possible tout en sachant que, bon, vous avez malheureusement compris, les consultations, il y a un grand nombre de patients, c'est parfois rapide, bon, on essaye d'être le plus disponible possible, et puis surtout, c'est à vous maintenant de participer n'hésitez pas à poser toutes vos questions, il y en a sûrement en ligne et on prendra le temps de répondre aux questions ici, mais je ne sais pas par qui on commence, parole à ici ou parole au chat? Parole à ici, ceux qui sont venus jusqu'à nous. Merci Denis. S'il n'est pas ici tout de suite, on peut commencer par une là. Le coût de traitement. Alors peut-être le terme malin-bénin, oui, parce que c'est quand même des termes très courts. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Alors un terme malin, c'est une lésion maligne, c'est un cancer en fait. Quand on dit une tumeur, tumeur égale une prolifération anarchique de cellules, bref, mais bénin égale pas de cancer, malin égale cancer. Pour dire ça simplement. On avait dit qu'on ferait les questions d'ici d'abord. Alors on va essayer de vous trouver un micro parce que sinon on ne vous entend pas. Ah, pardon, il y avait monsieur avant, désolé. Ah, le micro ne fonctionne pas par contre. Il va fonctionner? Pas encore. Ouais, sinon les personnes en ligne n'entendent pas les questions. Donc toute interaction que vous ferez, il faudra d'abord que vous ayez le micro. 63-64 de votre diapo. Vous aviez parlé 64, c'est... Allez-y, je vous en prie. Vous aviez les dias? Ah, mince. En haut à droite. D'accord, je pensais que vous les avez enlevés d'ailleurs, mais ça permet de plus facilement, en effet. Vous avez évoqué le... Allez-y, je vous en prie. Ça doit être la page suivante. Hein. Non, voilà, non, celle d'avant là. Oui. Vous aviez évoqué le glaucome. Est-ce qu'à Curie, on pose des hystènes pour diminuer ce glaucome? Très bonne question. Alors là, en fait, pour repréciser, vous posez la question donc, de petits implants qu'on peut mettre dans l'œil pour favoriser le drainage du liquide. C'est quelque chose qu'on utilise assez fréquemment dans les personnes qui ont des glaucomes. Après, il y a glaucome, glaucome et glaucome. Il y a plein de formes différentes. Pour faire simple, quand on a un glaucome, il y a trop de tension dans l'œil. Soit on a trop ouvert le robinet, soit le tuyau d'évacuation est fermé. Chez certains patients, c'est le tuyau d'évacuation qui est bouché, et donc on peut mettre les implants dont vous parlez pour favoriser l'évacuation. On met un tuyau de drainage perméable en soi à côté pour favoriser l'évacuation du liquide. Dans un contexte comme celui-là, s'il y a de l'inflammation, s'il y a eu de la radiothérapie, ça ne fonctionne pas bien. Parce qu'on a beau, certes, mettre l'implant, il faut qu'il y ait une zone d'évacuation après l'implant qu'on a mis. Et à cause de la radiothérapie, souvent c'est fibrosé. Et on n'a pas cet espace pour que le liquide puisse être évacué. Donc grosso modo, on pourrait, mais ça ne fonctionnera pas. Pas trop en tout cas. Bonjour. Moi je voulais savoir si c'est... moi on ne m'a jamais fait de fond d'œil. Mon ophtalmo ne m'a jamais fait de fond d'œil. Il m'a toujours fait des échographies. Est-ce que c'est important d'avoir un fond d'œil? Il n'a pas fait l'examen du fond d'œil en dilatant la pupille, mais à mon avis, vous avez fait une photo avec une caméra, quand peut-être si l'orthoptiste avant, ou en tout, à mon avis, vous avez dû quand même passer. Habituellement, il y a quand même le fond d'œil qui est examiné, soit c'est en dilatant la pupille, on regarde avec notre lentille à la machine, soit, et il a quand même dû faire, à mon avis, une photo où ces techniciens avant, mais qui lui ont montré, sans avoir regardé le fond d'œil, mais il y a quand même cette photo qui montre l'état du nerf optique, de la macula, s'il y a du sang et la cicatrice. Donc, ce serait assez surprenant qu'il n'ait pas du tout regardé l'aspect de la cicatrice, mais il l'a peut-être regardé uniquement sur photo. Et donc, dans le suivi, après le traitement du mélanome, est-ce que c'est important d'avoir des fonds d'œil? Alors, ce qu'il faut, c'est avoir regardé la cicatrice tumorale et les complications. Nous, en effet, on recommande que ça soit fait par un examen du fond d'œil dilaté. Après, certains ophtalmos ne feront pas l'examen du fond d'œil dilaté et feront une photo, mais avec une photo grand angle qui montre presque tout l'intérieur de l'œil en une photo. Ça montre les choses, c'est déjà pas mal. Oui, d'accord. Et juste une autre question par rapport à la protonthérapie. Vous n'avez pas parlé des maux de tête et des névralgies. Est-ce que ça fait partie des effets secondaires? Ça ne fait pas partie des effets secondaires habituellement attendus.
Alors, il faudra peut-être revoir des situations plus spécifiques, mais ce n'est pas ce qu'on retrouvera le plus fréquemment. Donc, a priori, non, parce que la radiothérapie avec les protons reste très ciblée sur l'œil. Ce qu'on peut avoir parfois, c'est des aberrations visuelles, des flashs lumineux, des lumières qui peuvent être liées à la tumeur, qui peuvent être induites par les rayons. Ça, en effet, ces effets-là. Mais a priori, névralgie et douleur ne sont pas censés rester après. Bon, après, il faudrait rediscuter au cas précis. Mais... Ah oui, les glaucomes et autres, mais pas vraiment de type névralgie. Donc, logiquement, on ne doit pas avoir de douleur non, après. Logiquement, non. À rediscuter, évidemment, au cas par cas, mais ce n'est pas quelque chose qu'on décrit classiquement. Ok, d'accord. Merci. Il y avait plusieurs bonnes questions là. Est-ce que tu peux rappeler le taux de récidive après une protonthérapie? C'est le même que pour les disques diodes, donc grosso modo c'est 4% de récidive 5 ans après traitement, taux qui reste grosso modo identique dans le temps. Une question très dure sur le prix, sur le coût d'une protonthérapie, c'est très dur à évaluer, je ne sais pas si tu peux en dire un petit mot. J'espère ne pas me tromper parce que c'est une bonne question. Je pense que ça tourne comme aux alentours de 20 à 30 000 euros. Alors maintenant, je ne sais pas exactement si ça prend en compte tous les frais de chirurgie, de la pose des clips, hospitalisation. Je pense que c'est un package assez complet qu'on a donné. Finalement, ça paraît cher, mais une nuit d'hospitalisation pour n'importe quelle maladie, ça reste déjà cher à la base. Donc finalement, un disque diode radioactif, on vous garde 5 jours à l'hôpital au prix de la nuit d'hospitalisation. Donc c'est un traitement qui est cher, mais qui n'est pas hors de prix par rapport à d'autres. Ce que dit la personne aussi, c'est qu'on ne réalise pas notre chance d'avoir accès à la protothérapie. C'est en fait, ce qui coûte très cher, c'est l'installation. Ah oui, alors par contre, c'est sûr, c'est le coût de l'accélérateur. Ah bah oui, parce que c'est un accélérateur de particules, c'est un cyclotron, c'est un blindage assez important, c'est le coût. Et vous avez bien vu à Orsay, cette machine, c'est pas une machine clé sur porte, vendue, magnifique cache blanc, lumière LED, tout confort. C'est un peu artisanal comme machine, vous avez vu, parce que c'est pas fréquent, c'est 11 centres dans le monde, avec un travail avec les partenaires, les physiciens, donc tout ça en effet, ça a un coût et c'est la chance en effet d'avoir cette machine. Ouais, c'est des énormes levées de fonds, hein. Là il y a encore une autre installation qui coûte extrêmement cher. Il y a une question, avant que je passe le micro, il y avait une bonne question aussi, c'était est-ce que la tumeur, après une protonthérapie, involue complètement? Donc elle disparaît. Est-ce qu'elle doit disparaître complètement après une protonthérapie? Non, elle doit être contrôlée complètement dans le sens où les cellules en division doivent être arrêtées. Il n'y a plus de cellules en division dedans. Par contre, les cellules ne se volatilisent pas. Donc on garde, c'est ce que je vous avais montré sur les échographies. Si on a une lésion de 5 mm, 1 an, 2 ans après, elle va diminuer 4, 3, 2. Elle va peut-être se stabiliser avec une cicatrice à 2 mm. Elle ne disparaît pas. Par contre, elle est complètement contrôlée. On est en rémission, on est guéri, mais on a une cicatrice qui reste dans le fond d'œil. Bon. Est-ce qu'il y a une probabilité plus grande d'avoir un autre mélanome à l'autre œil lorsqu'on en a déjà eu un? On va dire que non, dans le sens où normalement c'est une maladie qui apparaît à un œil sans qu'on en connaisse réellement la cause, mais sans facteur de risque au niveau général. Donc, entre guillemets, c'est pas de chance. Il y a eu des éléments qui se sont accumulés qui ont fait que dans un œil, on a un mélanome. Il y a des rares cas, on peut remonter, comme on a les numéros de dia, sans faire planter l'ordi. Hop là. Il y a grosso modo 2 conditions qui peuvent faire qu'on a un risque d'avoir un mélanome de l'autre côté, c'est dans ces patients à facteur de risque. Si on a des mutations au niveau général qui l'ont favorisé, cette mutation générale, elle est partout et dans les 2 yeux. Donc là, on peut. Et puis ce névus d'Ota, cette pigmentation, s'il est présent des 2 côtés, on a un risque de l'avoir des 2 côtés. Mais ça reste très très rare. C'est une question que vous posez fréquemment. Si on a fait une chirurgie de nucléation, surtout d'un côté, on a la crainte d'avoir la même chose de l'autre côté, mais a priori, un mélanome choroïdien, c'est localisé à un œil. C'est exceptionnellement rare. Hein, sur notre expérience des 20 dernières années, je ne reviens plus les chiffres que m'a donné Nathalie, mais c'est une poignée de patients, alors qu'on traite quelques centaines par an. Donc c'est pour vous donner l'ordre de grandeur. C'est exceptionnellement rare. Cette mutation dont tu parlais, c'est Papin, pour la citer. C'est la mutation Papin, mais qu'on peut avoir constitutionnelle, donc héréditaire. Et pareil, ça c'est exceptionnel, ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Dans les questions, on va les reprendre dans l'ordre, on a quelques minutes. Quels sont les signes de bonne évolution? En fait, c'est une régression de l'épaisseur de la cicatrice tumorale. Alors, en même temps, ça va être ça associerait à la 3e question, mais grosso modo, on vous voit au diagnostic, la lésion fait 6 mm d'épaisseur. On fait les rayons, on vous revoit 1 mois après. Ce qu'on veut, 1 mois après, c'est avoir cassé la courbe de croissance. On a une lésion qui est partie de 8 mm, ça monte jusqu'à 6, on est au diagnostic. Puis on va vouloir qu'un mois après, déjà au minimum, on ait cassé la courbe de croissance. Ça reste à 6 mm, ça ne soit pas passé à 7 ou 8. Donc ça, c'est déjà un bon argument pour dire que les rayons font leur effet, on a arrêté la croissance de la lésion. Et au cours du suivi, on va vérifier que cette lésion, elle diminue bien progressivement, elle repasse à 5, 4, 3, 2, 1. La diminution de l'épaisseur
c'est un bon signe de réponse, de guérison. Et après, la stabilité de l'épaisseur, c'en est aussi un. Quand ça se stabilise à 3 mm, j'invente, et que ça reste à 3 mm, c'est parfait. Donc tous ces signes de régression de l'épaisseur puis stabilisation, ça c'est des arguments de bonne réponse. Et la question, si énucléation, est-ce que ça veut dire qu'on est guéri ? Ça dépend guéri par rapport à quoi. Par rapport à la maladie ophtalmo, on a enlevé la tumeur, on a vérifié, j'en ai pas parlé, mais qu'il n'y a pas besoin de faire de radiothérapie ou autre. Donc oui, normalement, si on a fait la chirurgie d'énucléation, on a enlevé l'œil, on a vérifié qu'il y a suffisamment de distance au pourtour de la tumeur, donc on a fait une exérèse complète. Logiquement, le risque de récidive dans la cavité, il est très 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 faible. Par contre, l'évolution métastatique, ça c'est autre chose. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé l'œil qu'il n'y aura pas de lésion au niveau du foie, ce sont deux choses séparées. D'ailleurs, le concept de guérison, c'est un concept qui est très débattu, même entre nous, sur l'expression de guérison. On est à peu près tous d'accord sur le terme de rémission complète, c'est-à-dire la disparition de tous les signes et symptômes du cancer. Sur est-ce qu'on dit guérison ou pas, c'est débattu entre nous. Il y avait une question, je passe la parole, que je vais dériver un petit peu. La question, c'est est-ce qu'il y a des facteurs d'apparition, quels sont les facteurs d'apparition mémoviale ? Je vais la reformuler autrement, parce que tu es sur la diapo. Là. Ma question que je vais reformuler, c'est est-ce que c'est de la faute du patient ? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'il est trop exposé au soleil, est-ce parce qu'il n'a pas mis de lunettes de soleil, est-ce que c'est parce qu'il s'est exposé à un produit chimique ? Est-ce qu'il a une cause ? Pour le mélanome de l'œil, a priori, non. On n'a pas retrouvé d'exposition particulière au soleil à un produit chimique qui favorise ça. Certes, on a des yeux clairs, mais on n'a pas retrouvé, si on analyse la tumeur, par exemple, des anomalies dans l'ADN, les structures internes des cellules, on n'a pas la même chose qu'un mélanome de la peau, qui, lui, est lié au soleil. Si on analyse, on a des cassures de l'ADN bien spécifiques liées au soleil dans le mélanome de la peau. Par contre, dans le mélanome de l'œil, on ne retrouve pas ça. Donc, non, ce n'est pas de votre faute, c'est... Je ne vais pas dire que c'est la faute à pas de chance, mais c'est un peu ça quand même. Donc c'est pas un comportement, c'est pas une exposition à des toxiques, c'est pas, même si on a le sentiment, parce qu'on a deux personnes qui ont eu la même exposition, qui se disent bah oui, est-ce que c'est statistiquement on n'a pas encore eu. L'incidence n'a pas bougé. Exactement, à la différence des mélanomes cutanés. On a un gros trou dans la couche d'ozone, en Australie surtout, égale augmentation des mélanomes de la peau, qui eux sont liés au soleil. Par contre, pas d'augmentation des mélanomes de l'œil. Donc a priori, pas de lien. Ouais. J'ai peut-être mal compris, mais sur combien de temps la protothérapie fait son effet pour que le mélanome disparaisse, enfin diminue Bonne question. Probablement qu'il y a déjà un effet rapide, puisque un mois après, quand on vous revoit en consultation, la lésion a arrêté d'augmenter en volume. Donc dans le mois qui vient, on a déjà un effet, puisque la croissance est arrêtée. Donc dans le mois, ça a déjà bloqué toutes les cellules en division. Puis c'est dans le temps qu'on va voir que la cicatrice diminue. Mais l'effet, on va dire, est rapide dans le mois, puisqu'on a cassé la croissance, on a stoppé la croissance. On sait que ça fait effet. Et c'est un effet qui reste dans le temps, puisqu'il y a 4% qui récidivent, mais 96% qui ne récidivent pas. Donc c'est que ça reste très très longtemps. Merci. Il y a une autre question là où on veut. Oui, madame. Oui, je voulais poser une question. Vous parlez beaucoup des suites désagréables de l'irradiation, mais on ne parle jamais des suites et inconvénients de l'énucléation. Je suppose qu'il y en a, sinon on en ferait davantage. Il y en a, il y a déjà l'aspect, c'est sûr, de la chirurgie d'énucléation, l'aspect psychologique, c'est le mot que je cherchais pour justement, ça reste un traumatisme. Une radiothérapie, oui, une chirurgie d'énucléation, encore plus. Donc il y a ce problème psychologique, en effet, qui fait que c'est difficile à accepter. Donc si on peut épargner ça, c'est sûr. En termes de vision après une chirurgie d'énucléation, on dit qu'on ne voit pas 2 fois mieux avec 2 yeux. Donc on n'a pas une vision qui devient 2 fois moins bonne. Par contre, c'est vrai, on a une amputation du champ de vision. On a une difficulté pour la vision du relief. On est maladroit au début. Quand on voit avec un œil, on veut prendre son verre d'eau, sa tasse de café. Au début, on est maladroit, on va la renverser. Souvent, on s'y adapte dans le temps. Pas toujours, c'est plus ou moins facile. Par rapport à la conduite de la voiture, c'est une question qui revient souvent et qui est plus que légitime. La loi autorise de conduire avec un œil son véhicule personnel. Pas de transport poids lourd, pas de transport de personnes, mais le véhicule personnel, on peut légalement, évidemment avec toute la prudence que ça impose au début, puisque le champ de vision est amputé. Mais en effet, ça fait partie, vous avez tout à fait raison, on s'est focalisé beaucoup sur les effets des rayons, mais les effets de la chirurgie d'énucléation, c'est le problème psychologique d'acceptation, il y a le problème esthétique de la prothèse, quoique, si on pose la question aux personnes qui ont eu une prothèse, ils sont souvent quand même assez bien satisfaits du résultat esthétique, qui peut être adapté en renouvelant les prothèses, et puis il y a cette vision qui n'est pas 2 fois moins bonne, mais qui est plus difficile, on se fatigue plus. Par contre, on n'abîme pas l'œil restant. L'œil restant ne va pas, entre guillemets, vieillir plus vite. La vision peut être un peu plus difficile,
plus désagréable après 2 heures de lecture, mais on n'usera pas son œil plus rapidement. J'ai peut-être une dernière question qui était là-bas, celle d'en bas, globalement sur est-ce qu'il y a une hygiène de vie à recommander après un traitement de mélanome de l'œil? Moi, je dis souvent, quand je vois les patients à Orsay, tout ce que vous faisiez avant, surtout, faites-le après. Caricaturant un peu. Donc, ne changez pas nécessairement votre habitude de vivre. Ce n'est pas en ayant une... Alors, attention, si on peut vous demander d'avoir une vie saine, de diminuer tout ce qui est toxique, bien sûr, mais ça, c'est les recommandations générales pour tout le monde. Mais a priori, vous ne modifierez pas nécessairement les choses, sauf si on a fait, alors c'est la protonthérapie, mais une chirurgie de nucléation, on est quand même vigilant à une chose, c'est qu'on a habituellement 2 yeux, on va dire qu'il y a une sécurité. Si on a fait une chirurgie de nucléation, attention au bricolage, attention à certains sports qui peuvent être violents. Le port de lentilles, on aime bien, mais attention aux complications. On a un œil, on le bichonne celui-là. Donc voilà, tout ce qui peut être dangereux pour l'œil, bricolage, c'est avec lunettes de protection. Et moi je complète, en fait, il faut profiter aussi de cette occasion-là pour, l'occasion du cancer, pour partir sur quelque chose de bénéfique, entre guillemets, c'est-à-dire de se prendre en main et de se dire, tiens, c'est l'occasion, je me suis sorti d'un cancer qui aurait pu être grave, je vais avoir un suivi cardiologique, je vais traiter mon hypertension, perdre du poids, être plus actif physiquement. Donc c'est l'occasion de faire ce que vous faisiez avant et en mieux. Oui, si vous descendiez 2 bouteilles tous les jours, bon. Non mais en l'occurrence, mais bon. Typiquement, moi qui vois quelques-uns de tes patients, c'est le genre de lièvre que j'essaie de lever justement, de voir la consommation d'alcool, de tabac et d'en profiter pour rediscuter de ça plus ou moins directement pendant les consultations de suivi. C'est les consultations de suivi. Quand on sait lire une IRM, on en profite pour parler d'autres choses. Je suis infiniment désolé, il est déjà midi, on va essayer d'avancer. Il y a eu beaucoup de questions en plus aussi sur le live. Je vais les lire comme ça. On pourra les lire, on pourra réfléchir. Les autres années, on n'avait pas fait de retour après, mais on pourra peut-être envisager, maintenant qu'il y a plein d'outils sur Teams, ces choses comme ça, peut-être qu'on pourra faire une petite vidéo dans quelques semaines, quand on aura reçu toutes les questions et tous les retours. Il y a des remerciements aussi. Ok, c'est noté. Donc, je les lirai. Et elles sont listées de toute façon, toutes les questions. Donc tout va être récupéré et on verra si on fait un petit débriefing à distance en faisant une compilation des questions. De toute façon, on a la discussion juste après pendant le déjeuner si vous voulez discuter avec Denis ou avec nous. Merci Denis.